Euh, Boris, est-ce que on va démarrer? Est-ce que tu peux te présenter? Et je ferai de même ensuite. OK. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous, pour, cette fin de matinée. Donc je me présente, je m'appelle Boris Koïtchev, je travaille à la mission démocratie locale à la ville de Grenoble comme chef de projet du budget participatif d'une part et d'accompagnement des démarches de concertation habitante au sein de la ville, d'autre part. L'enjeu de ce temps-là, c'est de pouvoir vous présenter à vous le choix qu'on a pu faire à Grenoble dans le cadre de notre budget participatif pour sécuriser et s'assurer qu'une seule personne pouvait voter dans le cadre de ce BP. Et cet accompagnement-là et cette réalisation a été possible grâce à l'équipe de Consulvox by Publi Légal et de Rémi qui nous a accompagnés sur l'année dernière. Ça s'inscrit aussi dans une volonté de partager de la pratique. Depuis le mois de novembre, il y a une association nationale des budgets participatifs qui s'est mise en place avec un réseau qu'on invite toutes et tous à rejoindre. Et donc, c'est d'avoir un temps d'échange de pratique euh, sur les différents focus et sur ce qui peut être mis en place dans les budgets participatifs. Merci Rémi sur cette proposition de faire le Vraiment, webinaire ensemble. merci à toi d'intervenir. Un grand merci. Donc moi, Rémi Saint-Aubert, je suis cofondateur et directeur de Consulvox, qui depuis 2015 édite des différents outils de démocratie participative. Alors je dis démocratie participative dans un sens très large, mais que ça tourne autour de consultation citoyenne, concertation réglementaire, budget participatif. Et on a rejoint le groupe Publi Légal, on en parlera après, en 2020, qui s'assure de toute la logistique en présentiel de concertation réglementaire. Ce dont on va parler, ça va être essentiellement de budget participatif, hein, bien sûr, mais aussi de comment sécuriser et vérifier l'identité de participants au budget participatif. Donc, je vais passer le sommaire rapidement, mais d'abord, je vais laisser la parole à Boris pour qu'il puisse vous expliquer comment la démarche de budget participatif est organisée à Grenoble et quelles sont les logiques et les volontés derrière. Et ensuite, je vais détailler comment on a pu se mettre en place la sécurisation, notamment de l'étape du vote. Et donc, il y aura ce temps de questions-réponses, hein, où n'hésitez pas à interroger Boris de long en large. Boris, je vais te laisser la parole et je vais te mettre cette première diapo. C'est à Ok. toi de jouer. Donc du coup, le budget participatif de Grenoble, on vient de démarrer là, en septembre la 8e édition du budget participatif. En tout, c'est une histoire qui a commencé en 2015, qui était la première année du budget participatif, et avec une volonté dès le départ de pouvoir assurer une démarche laissant la place aux habitants, mais en même temps de pouvoir accompagner les différentes étapes du budget participatif jusqu'au vote, dans une logique de intégration des habitants dans les processus de construction et de développement de leurs idées. Donc le budget participatif à Grenoble depuis 2015, c'est 800 000 € chaque année. Grenoble, c'est une ville qui se situe en Isère, qui a 160 000 habitants. Et donc, c'est 800 000 € de budget. Et c'est 4 grandes étapes. La première, c'est une étape d'appel à idées où on insiste sur le fait que ça soit une idée. On ne demande pas de dossier aux personnes qui proposent une idée, ni de chiffrage, ni de développement, mais juste une ligne ou deux peuvent suffire pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une dépense d'investissement qui correspond à un intérêt général. Et en général, ce temps-là, on l'ouvre pendant un mois et demi de dépôt des idées. La deuxième étape qui suit, c'est un temps de forum des idées. Donc, on organise comme un grand forum associatif ou forum des sports, où chaque porteur et porteuse de projet a un stand à disposition et les personnes qui vont venir à ce forum vont pouvoir déambuler de stand en stand et sélectionner les idées qu'ils préfèrent, mais en même temps les enrichir. Au tout départ du budget participatif, on était dans un système de plutôt réunion publique et de discussion. On s'est rendu compte que, comme une des volontés était d'être très inclusif dans notre budget participatif et de permettre à chacun, y compris
les personnes les plus éloignées des démarches de participation, de pouvoir trouver leur place, aller vers un format plus ouvert comme un forum, où en fait on encourage les discussions de table à table et individuelles, permettait aux personnes de venir 1 heure, 2 heures, voire une demi-heure, rencontrer des projets et faire leur sélection. Cette phase-là, elle se passait uniquement en présentiel. Et à la fin de cette journée, il y a 30 idées qui sont sélectionnées par les participants et les participantes au forum. Ces 30 idées vont faire l'objet d'une étude par les services, toujours en dialogue avec les porteurs, pour savoir si ces idées sont techniquement, juridiquement, économiquement réalisables. Et si c'est le cas, on va les soumettre au vote. Voilà, tout va être mis au vote dès lors qu'on sait qu'on va être en capacité de les sortir. Sur tout ce cheminement de l'appel à idées jusqu'au vote, on a des temps de discussion et d'implication citoyenne réguliers pour, comme je disais tout à l'heure, partir d'une idée qui peut avoir 2 lignes, arriver progressivement à un chiffrage, un budget et une visibilité complète des projets lorsqu'ils sont mis au vote, et que du coup, cette analyse et cette recevabilité, elle soit aussi transparente et lisible. Au début, le vote du budget participatif, c'est un choix qu'on avait fait à Grenoble, était plutôt un vote uniquement papier. Donc la première année, on l'a fait, il y avait une volonté de lancer rapidement, une fois le nouvel exécutif élu, ce budget participatif. Donc on avait fait papier sur 2 jours et 2 jours uniquement à l'hôtel de ville. Donc là, on s'était dit non, c'est compliqué, il n'y a que des gens qui sont déjà intéressés à la démarche, qui peuvent venir voter. Et notre objectif était de pouvoir rendre le vote plus accessible à tout le monde. Donc, suite à ces 2 jours, on est passé à 1 semaine en travaillant avec nos centres sociaux dans la ville, qui pendant 1 semaine vont aussi être bureau de vote, mais toujours avec un support papier. Et puis, suite à ça, on s'est dit, ça pourrait être intéressant d'avoir du vote en numérique, en complément du vote papier, pour développer, on y reviendra tout à l'heure, ce qui est le multimodal et le multicanal. Mais dès lors, c'est poser des questions de sécurisation, parce que si on fait un vote papier d'un côté et un vote électronique et numérique de l'autre, comment s'assurer, et ça pour nous c'était un enjeu de légitimité du dispositif même de démocratie directe, comment s'assurer qu'en fait une seule et même personne va pouvoir voter en physique et en numérique, et pas un vote dans chacune des catégories ou réaliser plusieurs votes. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a pu développer le vote. Aujourd'hui, nos bureaux de vote, on est à 2 mois de vote à Grenoble, 2 mois où on a du numérique ouvert pendant tout l'été. Là, c'était pendant tout l'été. Dans ces 2 mois, on organise aussi des temps avec des triporteurs dans la rue pour aller rencontrer des gens qui ne connaissent pas forcément le budget participatif, dans des marchés, dans des événements festifs. On sort des urnes et on propose aux gens de pouvoir voter lors de ces événements. Ça représente quand même 30% des gens qui votent au budget participatif qui nous rencontrent, parce qu'à un moment donné, on est sur leur espace de vie, sur leur cheminement, et grâce à des supports papier. Mais il fallait réussir, et c'était une de nos problématiques, réussir à joindre tous ces éléments. Peut-être on peut passer à la slide d'après. Ouais. Là, c'est les résultats donc, de la... Juste vous dire là, donc ce vote dont je viens de parler, c'est fini au mois de septembre. Donc c'était bien 800 000 € de budget. Au total, il y a eu 86 idées qui ont été déposées. Au moment du forum, alors, ce que vous pouvez voir un peu à droite, c'est l'esprit un peu du forum, des urnes, des gens qui déambulent et différents supports. Mais en même temps, au moment du forum, on voulait aussi qu'il y ait des projets dans tous les quartiers. Ça veut dire que si dans les 30 projets sélectionnés par les gens, parce qu'on demande aux gens d'en sélectionner 30, la ville de Grenoble est découpée en 6 secteurs. Si on n'a pas au moins un projet lauréat dans chacun des secteurs, on va repêcher le premier projet de chaque secteur pour être sûr qu'au moment du vote, on puisse vraiment avoir un vote qui concerne l'ensemble des habitants. Donc, ce qui a fait que cette année, on a eu 32 projets qui étaient sélectionnés.
parce que par les gens, et dans un premier temps, ce qu'on regarde, c'est est-ce que c'est de l'intérêt général, est-ce que c'est des dépenses d'investissement. Et puis, c'est uniquement le forum, une fois le forum passé, qu'on fait l'étude juridique, technique, économique. Des fois, à ce moment-là, on va se rendre compte qu'il y a des projets qui dépassent l'enveloppe budgétaire, ou il y a des projets qu'on ne peut pas faire juridiquement ou techniquement. Et donc, cette année, au moment du vote, on est arrivé avec 27 projets qui ont été soumis au vote. 4 825 votes. Et quand on dit 4 825 votes, on peut dire de manière sûre que c'est 4 825 votants et votantes différents. Et tout ça pour arriver à 7 projets lauréats dans l'enveloppe des 800 000 euros. Ok. Alors, les gens qui participent au forum et les gens qui déposent des idées, c'est tout le monde. En fait, pour nous, à Grenoble, les conditions pour pouvoir proposer une idée, ou faut que l'idée elle se déroule dans la ville de Grenoble et qu'elle soit d'investissement. Mais comme Grenoble est une ville-centre qui a aussi un gros bassin de vie, on se dit que ce serait dommage de se priver de propositions, des gens qui ont une bonne expertise ou une bonne idée pour la ville, mais qui ne vivent pas dans la ville. Donc sur la proposition, tout le monde peut proposer une idée. Sur le forum, on est dans la même logique. Il s'agit d'une présélection et d'un enrichissement d'idées. Donc là, c'est pareil, au forum, tout le monde peut venir sans condition aucune. Après, c'est au moment du vote où, là, sur la décision finale, elle est restreinte. Donc, il faut être âgé de plus de 16 ans pour le vote. Il faut plusieurs conditions, c'est l'une ou l'autre. Donc, la première, c'est être inscrit sur liste électorale à Grenoble, ou habiter Grenoble, ou payer des impôts au titre de commerçant ou d'une profession libérale. Voilà. Ça aussi, c'était un enjeu de notre budget participatif, de pouvoir faire participer notamment les résidents étrangers ou les personnes en grande situation de précarité, ou les mineurs, et d'avoir un dispositif le plus inclusif possible. Au tout départ, on avait mis en place une demande de justificatif de domicile pour être sûr que les gens habitaient bien à Grenoble. Assez rapidement, parce qu'on était dans une logique aussi de travailler avec des associations pour faire connaître le budget participatif. On a notamment rencontré des gens qui étaient sans domicile fixe, qui nous ont dit non, mais nous, on n'a pas d'adresse à Grenoble parce qu'on vit Grenoble, on vit les rues de Grenoble, mais on ne vit pas à Grenoble. Donc, si vous demandez un justificatif de domicile, on ne pourra jamais voter, c'est dommage. Donc, à partir de là, on a supprimé le justificatif de domicile et on est sur une attestation sur l'honneur résider à Grenoble. Et l'autre enjeu qui était fortement poussé chez nous, c'est la citoyenneté de résidence. C'est-à-dire qu'on est citoyen d'une ville, d'un espace commun, peu importe la nationalité, d'où on vient, on construit une ville en commun. Et c'est aussi ce que nous permet la décision politique du budget participatif, et qui est portée au sein du réseau avec les autres collectivités, bien souvent qui vont bien plus loin que juste la liste électorale à Grenoble. On verra tout à l'heure que ça a un impact sur la mécanique même de mise en place d'un système de vote sécurisé quand on n'est pas juste sur la liste électorale. Peut-être la slide d'après. Ouais, sur la volonté de la ville. Camille, on a reçu votre question. Je pense qu'on en reviendra sur le temps de questions-réponses. Ce sera plus simple. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On fera un temps largement à la fin pour répondre à tout ça. Donc pour nous, à Grenoble, l'enjeu, il était plusieurs sur la phase de vote. La première, c'est que comme on a des votes en papier avec des triporteurs dans la rue, des votes en bureau de vote, des votes en voie Internet, notre enjeu, c'était la sécurisation. Alors, la sécurisation, c'est à deux titres. C'est un, qu'on puisse être sûr qu'une personne ne votera qu'une seule fois, et que quel que soit le canal qu'elle va utiliser, il n'y ait que cette fois-là, parce que si on veut aller, il nous semble que si on veut aller vers des processus de démocratie directe, où les habitants proposent et les habitants décident directement des projets, c'est important que tout ça, ça se fasse en confiance, en lecture, en traçabilité, et d'être sûr qu'il n'y aura pas
et que ça soit sécurisé et qu'en même temps, les personnes qui peuvent voter soient bien les bonnes personnes qui prennent les décisions, notamment quand il s'agit d'impôts et de décisions sur l'argent public. La deuxième chose, c'est que autant la première année, on avait très peu de votants, hein, 2 jours à l'hôtel de ville en papier. Donc ça voulait dire que les gens, fallait qu'ils traversent la ville pour venir voter. On a eu 900 votants. Le dépouillement papier, on arrive à le gérer. Maintenant, à 4800 votants, on était à 6000 sur des années avant Covid. Le dépouillement papier est très long, plus faisable, et on a aussi envie de pouvoir être dans une logique où les votes sont terminés, on est en capacité de pouvoir annoncer les résultats très peu de temps après la fermeture des urnes, aussi dans un objectif de transparence. Donc, pour nous, c'était important de pouvoir trouver une solution facilitante au dépouillement, tant numérique, mais ça, en général, ça peut aller plus vite, que papier et le dépouillement papier. Et puis, le troisième, c'était de pouvoir avoir fiabilité et une traçabilité qui permet que les résultats ne puissent pas être remis juridiquement en question, mais même, on dirait, éthiquement en question. En disant, vous annoncez 4000 votants à votre budget participatif, mais qu'est-ce qui dit que c'est vraiment 4000 personnes différentes, que la même personne n'a pas voté 10 fois, 15 fois, 20 fois, et dans un enjeu quand même de garantir cette inclusion-là, parce qu'on voulait quelque chose de plus simple, qui permette aussi l'accès au vote au plus grand nombre. Donc le multimodal, l'inclusion, une personne égale une voix, et du coup pour asseoir une légitimité du vote qui nous semble importante, surtout sur des dispositifs comme les budgets participatifs qui aujourd'hui n'ont pas de cadre légal strict et existant dans la Constitution. Donc à ce moment-là de notre histoire, on a dû faire face à un changement structurant, et c'est là qu'on a pu et qu'on a rencontré Consulvox pour imaginer une solution permettant de répondre à ces objectifs. Ouais. Et je vais prendre la parole maintenant à cet instant. Merci Boris. Encore une fois, on reviendra sur les différentes questions à la fin. Quand tu es venu vers nous et que tu nous as exposé les différents besoins de la ville, Consulvox, donc c'était au premier trimestre dernier, Consulvox ne savait pas encore garantir tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit peu de retracer notre raisonnement de l'époque pour comment obtenir ces 3 conditions de sécurisation, automatisation et fiabilité, et de vous présenter en fait ce qu'on a développé. Donc, on va d'abord commencer par un petit panorama de ce qui existe. Et avec ces 2 remarques, c'est que, comme le disait Boris, le budget participatif n'est pas un dispositif légiféré, pas encore, peut-être que ça viendra un jour. Et pourtant, il y a de plus en plus, les enveloppes budgétaires qui sont accordées sont de plus en plus importantes. Il y a de plus en plus d'argent public qui, au final, est fléché via la phase de vote des différents budgets participatifs. Pourtant, sans dire de nom, il y a beaucoup de budgets participatifs qui connaissent ces effets-là, c'est-à-dire que les associations sont plus puissantes car elles ont un ensemble de membres et du coup qui votent en faveur de tel ou tel projet. Ou alors les porteurs de projets qui sont très motivés stimulent leur réseau, Facebook, Instagram et que sais-je, pour que leurs amis votent pour leur projet uniquement. Etc., etc. Ces effets-là, ils sont connus, ils touchent tous les types de territoires, que ce soit petite ou moyenne ou grande collectivité, et il faut réussir à les dépasser. Néanmoins, et côté des élus, et on se met bien évidemment de leur côté, il y a un arbitrage à faire entre taux de participation, donc comment avoir un maximum de votants, parce qu'il ne faut pas que l'opération soit un échec, tout en garantissant l'identification des votants. Donc c'est la phrase en gras que je mets en dessous. Notre enjeu sur le système qu'on a construit, c'est de garantir cette légitimité du vote sans pour autant nuire au taux de participation en faisant en sorte que ce soit trop compliqué pour que les gens puissent voter. Quand on a dit ça, on a fait le tour de l'existant, donc différents systèmes que je ne vais pas prendre beaucoup de temps à présenter, mais ça part du système tout en haut où il n'y a aucune sécurisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inscription à un service ou aucune information personnelle à demander, ça existe, il suffit de cliquer sur un bouton et l'opération de vote, entre guillemets, est effectuée.
L'autre sécurité, entre guillemets, c'est de s'inscrire à un service en ligne. Donc ça concerne essentiellement les plateformes. Moi, en tant que votant, je dois m'inscrire à une plateforme. Donc ça signifie que j'ai au moins une adresse email valide pour pouvoir ensuite voter et terminer mon action. On a des services qui, en plus de cette inscription, demandent un ensemble d'informations personnelles, le nom, l'adresse, la date de naissance, etc., et une coche sur l'honneur à valider. Ça sécurise. Il y a un frein avec l'inscription, mais ça ne sécurise pas non plus parce qu'au final, c'est des informations déclaratives qui sont difficiles à vérifier. D'autres systèmes où en fait l'individu reçoit, en plus de s'inscrire à un service en ligne, reçoit un code par SMS pour valider son inscription ou son vote. Ça ne peut pas répondre aux conditions de Grenoble parce que ça justifie tout au plus que l'utilisateur ait une adresse email et un numéro de téléphone. Ça n'atteste pas qu'il habite bien la ville. Pour habiter la ville, on pourrait se demander, est-ce que je pourrais diffuser un code par envoi postal pour valider mon vote? Ça peut être fait. Il n'empêche que ça ne peut atteindre que les gens qui sont inscrits sur les listes électorales de la ville. Donc ça, de fait, ceux qui ne sont pas inscrits et les mineurs de 16 à 18 ans pour la ville de Grenoble ne peuvent pas être concernés. Et il faut également, évidemment, il y a un surcoût par rapport à tous les envois postaux qui sont effectués. On a encore une possibilité, c'est de s'inscrire via le service en ligne France Connect, qui garantit en fait tout au plus que vous êtes un citoyen français, mais qui ne garantit pas forcément que vous habitez bien Grenoble ou ailleurs. Donc tout ça, en fait, on les a envisagés, mais il faut bien reconnaître que ça ne peut pas satisfaire les exigences et les besoins de la ville de Grenoble. Parce que il faut que les personnes entre 16 et 18 ans puissent voter, que les gens qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale puissent voter également, ainsi que les commerçants. Donc, ce qu'on va vous présenter maintenant, c'est le fruit de nos raisonnements et de notre travail. Ce sont ces trois parties-là. Je vais parler de vérifier l'identité des votants sur le vote numérique, sur le vote présentiel, et vous parler de l'automatisation du dépouillement des votes papier. Alors, ce que je vais montrer, c'est appliqué à une ville comme Grenoble, donc de la taille de Grenoble, qui a plus de moyens et on en est conscient qu'une petite collectivité, par exemple. Donc, tous ces points-là, sachez qu'on peut ne s'occuper que de la partie vote numérique, par exemple, si vous ne souhaitez pas faire de vote papier, ou on peut les adapter à votre taille de territoire, sans problème. Donc, trois impératifs d'abord pour répondre aux besoins de la ville de Grenoble, c'est qu'il fallait partir d'une seule et même base de données, donc un seul outil, à la fois pour les votes en numérique et les votes en présentiel. Donc, cette base de données, c'est la base de données de Consulvox, dans lesquelles, et c'est le deuxième impératif, on est venu implémenter, donc indexer l'ensemble des listes électorales de la ville, donc c'est des informations que la ville possède, à cette base de données. C'est-à-dire qu'on avait déjà une base de données enrichie de l'ensemble des personnes qui sont inscrites aux listes électorales. C'est très important. Le troisième impératif, c'est que pour notamment le vote en présentiel, il y a un besoin de ressources humaines. Donc ça peut être des agents ou nos personnels chez nous. Donc là, pour la ville de Grenoble, c'était ton équipe, Boris. Je vais parler de l'identité des votants en numérique avec un ensemble de captures d'écran pour vous montrer un petit peu le principe. Donc là, sur ce premier écran, on voit en fait la vue de l'utilisateur. Donc c'est l'internaute qui, depuis la plateforme, voit l'ensemble des projets, les 27 projets qui ont été proposés pour le vote. Boris, tu pourras peut-être revenir là-dessus dans le temps de questions-réponses, mais vous avez fixé un minimum et un maximum de 6. Il faut sélectionner 6 projets pour pouvoir voter à la fin. Tu pourras en parler après, je pense, parce que c'est un très bon système, il faudra expliquer pourquoi. Donc là, les utilisateurs complètent leur projet et ensuite, on a un formulaire avec un ensemble de champs obligatoires à remplir et une pièce d'identité à télécharger.
Ça peut paraître contraignant, mais on a eu au final beaucoup de votants et si jamais vous retirez le frein de l'inscription, c'est d'autant plus engageant. Donc, il y a 2 notions importantes, c'est le nom de naissance et la date de naissance chez nous. Et à ce stade, il faut savoir que le vote techniquement n'est pas validé, il est préenregistré. Pour l'internaute, il pense que c'est fini, mais en fait, la phase de validation des votes, elle n'interviendra que le 3 septembre pour la ville de Grenoble, c'est-à-dire à la toute fin, quand on aura complété les bases de données en présentiel et en numérique. Donc ça, c'est l'étape de préenregistrement. Quelques écrans après pour vous montrer l'interface du côté agent. Donc, l'habitant vient de faire son vote, l'agent, dans le back-office, retrouve l'ensemble de ces informations. Donc, c'est les informations qui ont été complétées dans le formulaire, c'est-à-dire le nom de naissance, le nom d'usage, etc. En tout cas, les informations que vous souhaitez demander. Il a également le visuel de la pièce d'identité. Donc, il peut y avoir le recto et le verso de la carte d'identité, bien sûr, ou permis de conduire. C'est la pièce d'identité souhaitée par l'utilisateur. Pour chaque vote numérique, on va retrouver ces informations personnelles-là. Et du coup, il y a différents cas. Le cas numéro 1, et c'est le cas qui est le plus retrouvé, c'est que l'utilisateur est déjà inscrit sur les listes électorales. Dans ce cas-là, sur la base du nom de naissance et de la date de naissance, en fait, on va automatiquement retrouver une ou plusieurs correspondances. Et là, c'est très facile pour l'agent de valider le vote, vu que la personne qui a fourni les informations en ligne est bien inscrite sur les listes électorales, donc l'ensemble des vérifications ont déjà été faites. Donc elle peut valider le vote qui est prévalidé. Le cas numéro 2, c'est l'utilisateur qui n'est pas inscrit sur les listes électorales. Donc lui, on a toujours l'écran, l'agent a toujours l'écran avec l'ensemble de ses informations personnelles, avec sa pièce d'identité. Donc si jamais il n'est pas inscrit aux listes électorales, et si et seulement si les informations données concordent bien avec la pièce d'identité, l'agent peut valider le vote, et de fait, ajouter la personne non inscrite sur les listes électorales à la base de données. Ça peut paraître technique, mais la base de données, elle communique bien à la fois avec ce qui est fait en numérique et ce qui est fait en présentiel. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que cette personne qui est non inscrite sur les listes électorales, une fois que son vote électronique est retenu, si elle tente de participer en présentiel, le système va le reconnaître. On verra après. Donc ça, c'est le cas numéro 2, utilisateur non inscrit sur les listes électorales. Le cas numéro 3, ça peut être celui-ci. L'utilisateur n'est pas inscrit sur les listes électorales et en plus, les informations qu'il a renseignées dans le formulaire en ligne ne correspondent pas à sa pièce d'identité, que ce soit de manière volontaire ou autre. Donc là, l'agent peut invalider le vote si c'est complètement fantaisiste, hein, si la personne a renseigné n'importe quoi. Ou alors, elle peut envoyer également un mail à l'utilisateur pour lui demander les informations manquantes permettant de valider le vote. Donc ça, c'est des mails qui sont envoyés à la personne automatiquement, hein. Ensuite, c'est à la personne de remplir de nouveau son formulaire correctement ou non. Mais en tout cas, en l'état, on ne peut pas invalider le vote. Le cas numéro 4, l'utilisateur a déjà voté en présentiel. Et en essayant de tricher, de truquer un petit peu, il essaie de participer en vote numérique. Ça, automatiquement, comme la personne est recensée dans la base de données, on peut invalider le vote numérique et un email informe l'utilisateur pour cela. Ça, c'est ce qu'on fait en numérique. Donc, si je résume, hein, l'utilisateur complète un ensemble d'informations et sa pièce d'identité, et l'agent ou nous-mêmes, hein, ça fait partie de nos prestations, on vérifie que ces informations concordent ou non. Dans la plupart des cas, hein, il ne faut pas être effrayé par le temps passé. Je pense que Boris, tu pourras confirmer que c'est très simple comme utilisation. Mais dans la plupart du temps, vous allez être sur ce cas numéro 1, c'est-à-dire que l'utilisateur en fait, est déjà inscrit sur les listes électorales. Donc, les vérifications sont déjà effectuées, entre guillemets. La deuxième partie, c'est comment vérifier l'identité des votants en présentiel. Donc, je vais vous présenter d'abord le formulaire de bulletin de vote en présentiel.
qui a été fait par nos services et par les services de Publi Légal, donc entité avec laquelle Consulvox est fusionné. Hein, on a rejoint le groupe Publi Légal depuis 2020. Et donc, ce formulaire se présente de la manière suivante. Alors, c'était un format A5, mais ça, c'est le format que vous souhaitez. Hein. Le plus important, c'est qu'il y ait l'ensemble des projets, donc les 27 projets, de 1 à 27 avec leur titre qui correspond, et une coche, pardon, que l'utilisateur pourra cocher. Donc, il devait sélectionner six choix pour que son bulletin de vote soit considéré comme valide. Vous voyez qu'il y a un QR code ici qui est présent. En fait, ça, c'est pour avoir des bulletins de vote qui sont uniques, donc qui ne peuvent pas être scannés 2 fois via notre technologie après avec les machines. L'utilité de ce QR code également, c'est que si jamais vous avez différents bureaux de vote dans différents quartiers ou dans différentes urnes mobiles concernant Grenoble, ben, on est capable de dire combien il y a eu de votes en présentiel dans tel bureau de vote, et vous pouvez faire des comparatifs année après année en fonction des bureaux et des éditions. Donc ça le fait tout seul, hein, il n'y a pas besoin de temps passé là-dessus. Ça, c'est pour le bulletin de vote. Et pour vous montrer comment ça se passe à Grenoble, ben des images parlent mieux qu'un long discours. En gros, il y avait différents bureaux de vote en présentiel ou en mobile qui étaient organisés, hein, Boris, avec à chaque fois une ou plusieurs présentations de l'ensemble des projets, des formulaires qui sont présents pour l'habitant, comme ce monsieur qui a déjà fait son choix et qui vient en fait donner ses informations personnelles à l'agent assesseur, comme pour un vrai vote hein, au final. Donc cet agent assesseur va vérifier sa carte d'identité et il va rentrer dans l'outil, je le montrerai après, hein, le nom de naissance et la date de naissance. Ça, c'est important. Les informations concordant avec ce qu'on trouve sur la pièce d'identité, la personne est autorisée à mettre son bulletin dans l'urne, et l'urne qui sera ouverte qu'à la toute fin du processus, le 3 septembre dernier pour la ville de Grenoble. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe du côté de l'outil. Vous voyez, hein, là, c'est l'interface agent où on vient renseigner le nom de naissance de la personne qu'on a en face de nous et sa date de naissance. On va rechercher s'il est déjà enregistré dans la base de données, donc que ce soit déjà inscrit sur la liste électorale ou que ce soit, par exemple, il a déjà essayé de voter en numérique. Et donc, on a différents cas. Le cas de la personne qui n'a pas encore voté et qui est déjà inscrite sur les listes électorales. Donc là, on retrouve automatiquement la personne et on peut valider le vote. C'est la bonne personne. La personne peut mettre son bulletin dans l'urne. Le cas numéro 2, la personne n'est pas inscrite sur les listes électorales. Donc là, c'est un travail pour le coup qui est à la main sur la base de la pièce d'identité de la personne, donc qui remplit les conditions comme quoi il a plus de 16 ans et il habite Grenoble. Ben, on complète son nom de naissance, son nom d'usage, son prénom, sa date de naissance, son adresse. On peut valider le vote parce qu'on est certain de la véracité des données qui nous sont apportées, vu que la personne se trouve en face de vous et vous présente sa pièce d'identité. Et en validant le vote, la personne est entièrement et automatiquement ajoutée à la base de données numérique et présentielle. Le cas numéro 3, l'habitant a déjà voté de manière numérique. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit l'agent lui signifie qu'il a déjà voté en numérique et qu'il ne peut pas accepter le bulletin de vote en présentiel, auquel cas, si la personne est de bonne... ça s'arrête là, hein, si elle est de bonne intention. Si vous avez... bon, on n'a pas eu le cas, hein, mais si jamais vous faites face à quelqu'un qui a une attitude un peu menaçante devant l'agent, comme il a fait la démarche de venir en présentiel, accepter son bulletin de vote en présentiel. Par contre, ça va invalider automatiquement le vote qui a été fait numériquement par le passé. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, les votes numériques sont prévalidés
jusqu'à la toute fin du processus, le 3 septembre, où on arrête les votes, et là, les votes deviennent validés. Donc là, hein, vous voyez, remplacer le vote numérique par ce vote papier. Ça, c'est le wording de l'époque, hein, mais ça a évolué. Le cas numéro 4, c'est le cas de l'habitant qui a déjà voté dans un autre bureau de vote en présentiel. Bah là, on n'a pas d'autre choix que de lui dire, bah, désolé, vous voyez, vous avez déjà voté dans tel endroit à telle heure. Donc là, on est obligé de lui refuser son bulletin de vote en présentiel. Donc là, c'est là où ce dispositif-là a été fait et conçu pour une ville comme Grenoble qui a les moyens, objectivement humains, d'avoir une ou plusieurs personnes qui tiennent les bureaux de vote. Donc, Boris, tu pourras en parler après, mais je sais que ça s'est organisé dans différents endroits et les différents agents se sont relayés sous forme de mini-permanence. Tu pourras réexpliquer, hein, la logique des votes mobiles, des urnes mobiles ensuite par la suite. Ça demande donc des moyens humains. Si jamais vous n'avez pas ces moyens humains, peut-être qu'il faut privilégier qu'un vote numérique si vous voulez à tout prix sécuriser le vote et être sûr de l'identité des votants. Moi, personnellement, et pour discuter avec beaucoup de collectivités, même dans les grandes villes, il y a beaucoup, et malheureusement, il y a beaucoup d'ouvrages d'urnes papier, tout simplement parce que les urnes ne sont pas surveillées et pour autant, ils sont un peu embêtés parce qu'ils comptabilisent les votes comme ça alors qu'on ne sait pas exactement qui est derrière, quoi. Il y a des grosses fraudes évidentes qui sont réalisées et je pense que ça, à l'avenir, quand ce sera de plus en plus légiféré, parce que c'est des sommes d'argent public de plus en plus conséquentes, encore une fois, on ne pourra pas autoriser cela de nouveau, quoi. Euh, j'ai vu votre question, hein, Madame Carnat, on y reviendra un petit peu après. Sur la troisième partie, l'automatisation du dépouillement. Donc, le dépouillement, c'est évidemment via les bulletins de vote papier, hein, et on a une petite vidéo qui va vous montrer ça. Alors, j'espère que ça va marcher pour tout le monde. En fait, on a des machines qui lisent par lecture optique, hein, les 6 choix qui ont été faits par l'utilisateur. Et on a notre équipe à côté qui vérifie que tout va bien. Il peut se passer que sur quelques bulletins papier, il y en avait 156 de mémoire pour Grenoble. Si jamais, par exemple, il n'y a que 5 votes et pas 6 votes, par exemple, ou si on déborde de la case à noircir, il y a une vérification humaine qui est faite et on valide ou invalide le bulletin de vote. Le bulletin de vote. Je vais vous remontrer rapidement, hein, mais ça va très vite. Il n'y a pas besoin de passer une journée entière à dépouiller les votes. On met le paquet dans les machines qui lisent automatiquement les résultats. Et ça, c'est fiable, c'est numérisé, c'est tenu à disposition si jamais il y a une réclamation et que la personne un peu acharnée veut faire intervenir un huissier. Tout ça, on a tout ce qu'il faut pour prouver que tout est réglo. Voilà, de manière assez brève et concise, hein, on ne voulait pas prendre non plus, vous assommer de détails techniques, mais voilà comment on a pensé la sécurisation et la vérification de l'identité des votants pour la 7e édition du budget participatif de Grenoble. Et maintenant, on peut largement se questionner là-dessus. Donc, on va répondre à vos différentes questions. N'hésitez pas, hein, quand vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à mettre votre vidéo et à vous présenter. C'est toujours plus sympa de savoir à qui on s'adresse. Boris, tu Rémi, j'ai pris note de plusieurs questions, voire toutes celles qui étaient arrivées sur le chat. Peut-être qu'on peut déjà faire première salle de réponse. Donc, il y avait des questions qui portaient sur le forum au tout départ et sur la réalisation de la sélection et combien de participants au forum. Donc, au tout départ, on appelait ça la ruche aux idées et ça fonctionnait plutôt sur un système de tables et de chaises et de groupes de travail. L'objectif du forum, il était double, enrichir les propositions et en même temps faire en sorte que les services instruisent des projets qui avaient déjà eu une présélection habitante.
Quand on était en système de table, en réunion classique, on devait faire 300 personnes sur la journée. Là, maintenant, on avoisine plutôt 1200 participants au forum, donc 1200 personnes qui participent à la sélection. Et la deuxième question, comment ça se passe la sélection? En fait, quand les gens arrivent, on leur remet un livret d'accueil des visiteurs où il y a l'ensemble des projets avec à chaque fois une petite ligne et le numéro de la table où va se trouver le porteur ou la porteuse d'idées. Et puis, en fait, les gens vont déambuler de stand en stand. À chaque stand, il va y avoir des étiquettes autocollantes du projet. Et l'objectif, c'est de récupérer 5 étiquettes autocollantes différentes à mettre sur son bulletin. Et donc, tout au long de la journée, les gens rendent les bulletins avec leurs 5 idées préférées. Nous, on saisit ces bulletins-là de manière manuelle et les 30 idées qui ont obtenu le plus de sélections continuent sur la phase d'analyse de faisabilité. Donc, voilà comment ça se passe sur la sélection. Sur les réflexions qu'on a aujourd'hui sur cette étape forum, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de familles qui viennent au forum pour échanger avec leurs enfants sur les projets qui sont proposés par la ville. Et donc, on a une réflexion en cours pour peut-être faire une sélection des enfants en 2000 sur la 8e édition qui arrive. Voilà, ça fait partie de nos réflexions. Sur la sélection, tu en parlais tout à l'heure, que ce soit au forum ou au moment du vote, nous, on s'est posé la question de quelle méthode de sélection on mettait en place pour éviter aussi les lobbies. Alors, à un moment donné, on a fait la méthode par pondération, on met 1 point, 2 points, 3 points, 4 points à un projet. Donc, on s'est rendu compte que si on avait un groupe qui était organisé de 200 personnes et qui étaient tous capables de dire on va voter et on met 4 points à ce projet-là, le projet aura 800 points. Alors que si on a une population peut-être de 300, 400 personnes qui ne sont pas organisées de la même manière et qui vont peut-être mettre 1 point ou 2 points, le projet aura retenu l'intérêt de 2 fois plus de personnes, mais sera éliminé. Donc, du coup, pour faire face à ces effets de lobby et garantir l'égalité des chances, on a mené une petite étude et on s'est rendu compte qu'il y avait 4 cercles, 3 à 4 cercles d'interconnaissance. Le cercle de la vie professionnelle, le cercle de la vie personnelle, amicale, le cercle plutôt des activités qu'on peut faire et que souvent les premiers projets pour lesquels on va voter vont plutôt correspondre à ces approches-là. Je connais quelqu'un, je connais un porteur, il est avec moi au travail. Et qu'arrivé au 4e ou au 5e projet, là, on se pose la question du projet indépendamment de qui le porte. Et du coup, c'est pour ça que nous, ça nous semblait important d'aller vers des systèmes de vote uniques où on dit aux gens, vous votez 5 projets, vous votez obligatoirement 6 pour éviter les lobbies. Une autre solution, c'est de pouvoir dire, vous pouvez voter entre 1 et 5 projets. Mais des études sur le vote montrent que dans ce cas-là, les associations plutôt organisées peuvent avoir tendance à véhiculer en disant ne votez pas pour d'autres projets que celui-là, parce que ça donnerait des voix à d'autres projets qui alors risqueraient de devenir lauréats. Donc c'est pour ça que ce soit au moment du forum ou au moment du vote, on a ce choix de vote multiple et unique. Tu abordais tout à l'heure la question du personnel nécessaire. Alors nous, pour la validation du vote en numérique, c'est notre service sélection qui assure la modération. On peut le faire à la mission démocratie locale. Donc pour vous dire, à Grenoble, spécifiquement sur le budget participatif, c'est un équivalent temps plein et demi. Et après, comme c'est une démarche qui est très transversale à plein de services, quand on est, par exemple, dans la tenue des bureaux de vote qu'on met dans les maisons des habitants, nos centres sociaux, les équipes des maisons des habitants sont mobilisées pour permettre du vote et qu'il y ait 1 heure à disponibilité. Pareil à la mairie, c'est des agents d'accueil de la mairie qui peuvent être dédiés, en plus de leur mission d'accueil, de pouvoir enregistrer les votes pendant cette semaine-là. Mais concernant le vote numérique, c'est le service élection qui assure cette modération, parce que pour nous, le budget participatif est une élection au même titre que les élections régaliennes est obligatoire. Donc, ça rentre dans leur prérogative. On a aussi parlé tout à l'heure de comment se passait la validation, et c'est vrai que c'est assez simple. Pour nous, quand on est dehors, on vient avec des smartphones ou des tablettes et on enregistre directement les gens quand ils se présentent à l'urne. Ils donnent leur pièce d'identité, on les enregistre sur support téléphone ou tablette. Donc, à chaque fois qu'on va dehors, on a ces outils-là pour pouvoir enregistrer le vote.
L'autre question qui était abordée, c'est sur celle de l'adresse. Ouais. Effectivement, au début, on demandait un justificatif de domicile pour s'assurer que les gens habitaient bien Grenoble. Et c'est toute la question de l'équilibre entre, la démarche d'inclusion et ce qui peut faire partir des gens. Autant, on a pu constater que les personnes avaient, des pièces d'identité sur elles, autant justificatif de domicile et qu'en plus ça privait les sans domicile, de l'accès au vote. Donc on a supprimé ça et on fonctionnait comme, quand il y avait la redevance télé avant, on n'en est plus là, mais, une case sur, «Je déclare sur l'honneur, habiter Grenoble». Donc sur l'adresse, on est bien sur une déclaration sur l'honneur et oui, on certifie, que la personne ne vote, qu'une seule fois. Après, il peut y avoir des gens dans ce filet-là qui sont, hors Grenoble et qui, vont voter. Mais à chaque fois, on pose la question, on saisit une adresse et c'est souvent quand on vient demander l'adresse de la personne que là, ils vont nous donner, des communes qui sont autour de Grenoble et qui ne sont pas Grenoble même, parce qu'on est obligé de leur demander l'adresse, pour, les enregistrer dans la plateforme. Là, pour Et les là, premières questions qui étaient arrivées sur le chat. et là, pour rebondir sur cette question de Claire, hein, sur les adresses, ça, c'était le choix de Grenoble, hein, de ne pas imposer le justificatif de domicile. Par contre, l'outil en tant que tel, ça reste un outil. Si vous voulez euh, que l'utilisateur télécharge à tout prix son justificatif de domicile pour pouvoir le vérifier, c'est possible. En fait, l'outil, c'est les informations personnelles que vous souhaitez demander qui correspondent. C'est pas obligatoirement. Là, sur Grenoble, c'était une pièce d'identité. Ça pouvait être carte d'identité, permis, c'était au choix de l'utilisateur et c'était de l'habitant. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour lui de prendre en photo sa carte d'identité parce que souvent on l'a avec soi, que d'aller prendre en photo son justificatif de domicile, quoi. Mais ça peut être possible. Tout va dépendre, hein, du niveau d'exigence mise en relation avec le nombre de votants obtenus, qui reste un enjeu. Mais en tout cas, là, voilà, je pense que la réponse est complète. N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Livia, vous pouvez peut-être allumer, Oui, caméra et prendre la parole. Oui, je pourrais pas la caméra, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, donc Livia Delaporte, ville de Villeurbanne, sur le budget participatif, donc depuis un an. Je me demandais si donc ce passage à tout ce processus de sécurisation, dont je vous remercie d'ailleurs pour la présentation, avait fait baisser du coup le taux de participation et à quel point? Alors, Boris, ça c'est plus pour toi. Alors peut-être plusieurs, enseignements, nous, de ça. C'est que, nous, on s'est rendu compte que les votes numériques, on avait très peu de jeunes qui votaient en numérique, ou très peu d'habitants de quartier qui utilisaient, quartier populaire, qui utilisaient le vote numérique et donc du coup, le fait d'avoir, commencé par un vote papier et ajouter le vote numérique au fur et à mesure du temps, parce qu'en fait, on a la double solution depuis notre, 3e édition du budget participatif et simplifié depuis la 4e, a fortement augmenté, la participation. Alors la première année, on était à 900 votants, la deuxième, on devait être à 1 500 et là, avant les années covid, parce qu'on n'est encore pas revenu, au nombre de participants qu'on avait, juste avant la crise covid, mais on est à 5 000, 6 000. Donc sur le développement, c'est plus x5, x6. Mais ce qu'on peut surtout voir par rapport aux adresses, par rapport à tout ça, c'est qu'en fait la typologie des votants, a aussi augmenté. On a plus de personnes qui votent dans les quartiers populaires ou de jeunes, parce qu'on arrive maintenant avec le vote papier à aller, en cœur de marché, à la sortie des lycées, tout en ayant quelque chose de sécurisé aussi et ça a amplifié, fortement chez les plus jeunes et pour les personnes habitant des quartiers, moins favorisés, la participation au vote.
vais faire une réponse plus technique avec ma casquette de plateforme numérique. J'ai noté plusieurs choses. Alors, le taux de participation, c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment même. Je ne vais pas parler que du budget participatif, mais en gros, il y a vos habitants, de manière sincère, quand ils arrivent sur une plateforme de participation citoyenne et qu'ils cherchent à donner un avis ou à proposer un projet sur un sujet, ils se confrontent très souvent à la barrière de l'inscription. L'inscription, c'est fournir un identifiant de plus, un email, retenir un mot de passe, etc. Allez, je vais le dire, ça gonfle un peu tout le monde. Surtout que par moment, c'est peut-être la seule action qui va être faite sur la plateforme participative, quoi. Euh, Ça, on y est confronté. On y est confronté sur le budget participatif aussi au moment du vote, où la plupart des plateformes, et on a pu en faire partie, où pour pouvoir voter, en fait, il faut s'inscrire et ensuite voter pour les différents projets. Ça freine fortement le taux de participation. Là, je vous fais un peu de pub, mais il faut savoir qu'au premier trimestre de 2023, nos clients, les administrateurs, pourront moduler l'inscription ou non et ce qui est demandé à l'inscription en fonction de leur sujet de consultation et en fonction de leur opération comme un budget participatif. Donc, par exemple, si je prends cet exemple-là, sur notre plateforme, bientôt, tout le monde pourra déposer une idée sans s'inscrire forcément à la plateforme, juste en renseignant les informations nom, prénom que vous souhaitez. Par contre, on peut forcer ou non l'inscription au moment de la phase de vote, par exemple. Et ça, c'est pareil sur les différents sujets de consultation. Enfin, vraiment, l'inscription euh, est un gros frein par rapport au taux de participation. Donc ça, nos clients pourront le moduler. L'autre question que j'ai eue par le passé aux rencontres là, nationales des budgets participatifs d'Amiens, c'est l'automatisation du dépouillement papier. Sachez qu'on est capable de le faire, même si vous n'utilisez pas la plateforme Consulbox, par exemple. Vous pouvez très bien avoir déjà une plateforme participative et nous demander est-ce que c'est possible de nous assister sur la partie vote en présentiel, impression des bulletins papier et automatisation du dépouillement avec les machines que vous avez vues. Ça, c'est possible également. Voilà la réponse à Livia sur le taux de participation, mais j'en ai profité. Juste, Rémi, juste pour rajouter quelque chose. Nous, au niveau ce qu'on voit aussi, c'est que le numérique, on en parle souvent comme ça, c'est un 13e ou c'est un 14e bureau de vote. Et ça représente 30% des votants et on a 70% des votes qui se font en papier. Dont sur ces 70%, quasiment 35% de gens qui ne seraient pas venus au budget participatif si on n'avait pas été dehors dans la rue avec des bulletins papier. Donc le numérique est un levier pour nous important, mais ça peut des fois toucher que des personnes qui sont déjà en phase de se dire il y a un budget participatif, je suis intéressé, je vais sur le numérique, je vote par le numérique, et peut-être moins inclusif que il y a une urne à cet endroit-là, je participe parce que devant moi et j'en ai l'opportunité. Ça, c'est important. Je pense que ça encourage aussi la participation de ce qu'on cherche, peut-être des gens qui sont moins dans ces démarches-là et qui vont peut-être pouvoir y passer grâce à ça. Le numérique, il est là pour compléter ce qui est fait en présentiel. Hein. C'est vraiment très important. Livia, je crois que vous vouliez reprendre la parole, allez-y. Hein. Oui, merci. Pardon, c'était juste du coup sur ces urnes mobiles et ces allées verts. Du coup, vous faites en plus des points de vote physiques dans les centres sociaux et les maisons des habitants, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est aussi le service élection qui assure ces sessions dans l'espace public? Est-ce que c'est qui? Ok. Non, l'espace public, c'est nous. C'est la démo locale. Et c'est les collègues, c'est pour ça qu'on le fait l'été, quand ils mènent plutôt agents de développement locaux, quand ils mettent des événements festifs de l'été, qui vont à ce moment-là sortir une urne, une tablette et proposer du vote en complément. Mais pas le service élection sur tout ce qui est hors les mains. Est-ce que merci Livia.
N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions. Est-ce que, Boris, tu peux nous parler du réseau national des budgets participatifs, peut-être? Je pense que ça intéressera quelques personnes. Ok. Donc, du coup, en fait, chaque année, on a des rencontres avec plusieurs collectivités. Depuis 2016, là, on a, dans l'idée, c'était de diffuser une pratique autour des budgets participatifs et notamment des temps d'échange comme ce matin, mais avec 2 jours de rencontres en présentiel. En 2019, on a écrit une charte et on est une dizaine de collectivités à l'avoir déjà signée et ça se développe de plus en plus. Une charte nationale des budgets participatifs qui définit pour nous des grands principes. Alors pour nous, au départ, c'est Paris, Grenoble, Rennes, Montreuil, Clermont-Ferrand, Angers. Mais là, il y a Amiens qui nous a rejoints, il y a Albi qui nous a rejoints, il y a la région Occitanie, il y a d'autres collectivités qui réfléchissent. Et du coup, on a stabilisé cette charte-là et depuis novembre dernier, donc depuis le mois dernier, il y a une association nationale qui s'est créée dans l'optique de dire comment on met aussi en commun et en mutualisant nos différentes approches. C'est aussi un peu le sens de la visio de ce matin, de se dire, voilà, on fait des choses dans nos collectivités et ensemble, en croisant, en prenant le temps, en se structurant, on peut aller vers peut-être plus de partage et puis développer cette pratique, puis de faire un jour qu'un budget participatif ou ces expérimentations démocratiques soient reconnues en tant que telles dans la Constitution. En tout cas, qu'elles aient de plus en plus de visibilité, qu'elles prennent place dans le paysage. Tout à l'heure, on a évoqué rapidement la question des coûts aussi, mais ça, c'est quelque chose qu'on avait pu partager avec Consulvox. Donc, Grenoble, grâce à l'appui, ça a été dans des délais courts. Plus, il y a eu tout ce travail qui a pu être développé. Mais aujourd'hui, le travail de développement, il a été financé pour que vous puissiez aussi, vous, pouvoir bénéficier d'un vote sécurisé sur des coûts moins chers, parce que le développement, on l'a investi aussi au sens d'un collectif. Voilà, et ça fait partie du réseau, de se dire quels sont les outils, quelles sont les pratiques. Donc pour ça, vous allez bientôt avoir un site internet à disposition, réseau national budget participatif, ou RNBP, va être constitué dans les prochains jours. Sur les coûts, hein, donc effectivement, Boris, enfin la ville de Grenoble avait, nous c'était pas un développement existant, donc la ville a financé ce développement, hein. Enfin, parce qu'on a eu pas mal de jours de développeurs dessus en développement spécifique, mais c'est un développement qu'on met à disposition de tous nos clients aujourd'hui. Euh, il y a juste les ajustements à la main si jamais il faut implémenter votre liste d'inscrits sur les listes électorales, par exemple. Mais le développement technique, il n'est pas à repayer. Alors, il est 12h03, on a dépassé de 3 minutes. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Sinon, c'est qu'on a été clair. Je pense que non. Écoutez, merci, merci à tous de votre attention. Un grand merci à toi, Boris, d'être intervenu. Merci Rémi et merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Très bonne journée et puis par avance, bon week-end. La présentation, hein, devrait être accessible via replay. Et puis on fera le nécessaire, hein, pour envoyer le PDF à toute la liste des personnes qui étaient inscrites. Écoutez, merci beaucoup. À bientôt, Boris. Bonne journée à toi. Bonne journée à tout le monde. Et merci pour vos bravos. C'était avec plaisir. Bon, ouais, bonne journée à tout le monde.